Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une interview avec Glenn Chaperon, auteur-illustrateur de la bande dessinée La Veuve, publiée chez Glénat. Je vais aujourd'hui t'interviewer à propos de cette BD dans le cadre du prix littéraire des lycéens des Pays de la Loire, puisque ta BD va être lue par pas mal de lycéens. Alors ma toute première question, c'est qu'est-ce que ça t'a fait ressentir de savoir que plein de lycéens, grâce à la sélection dans le prix, allaient découvrir ta bande dessinée? Je suis hyper content, hyper flatté et j'espère que ça va leur plaire. C'est vrai que je sais pas si au départ mon projet s'adressait plutôt à des lycéens ou pas. C'est plutôt à des adultes, mais des jeunes adultes, ça peut aussi le faire, je pense, j'espère. Oui, je pense, tout à fait. Mais je pense que pour des lycéens, justement, sache que j'étais là à la délibération du prix et qu'il y avait deux lycéennes qui ont participé et qui avaient lu donc tous les livres. Et une des lycéennes, elle avait vraiment adoré. Elle avait adoré le côté personnage féminin fort, qui prend son destin en main, justement. Donc sache que déjà, il y avait un avis très positif. Ok, Je te dirai ensuite quand je rencontrerai tous les autres Ok. lycéens. Justement, cette œuvre de Gilles Adamson, qui est sortie en 2009, si je ne dis pas de bêtises, comment tu l'as découverte et pourquoi tu as eu envie ensuite de l'adapter en bande dessinée? Comment est venu ce processus? C'est ma compagne qui est illustratrice aussi qui m'avait conseillé de le lire. Et c'était un moment où je lisais beaucoup de romans américains sur les grands paysages, Jim Harrison et des choses comme ça. J'adorais les histoires avec des montagnes et des forêts, tout ça. C'était vraiment mon gros. C'était vraiment un moment où j'en lisais beaucoup. Et donc je l'ai lu et j'ai adoré. Mais tout de suite, je suis rentré dedans. Tout de suite, j'ai eu des images tout de suite en fait. Il y a eu vraiment tout de suite une intention de. Il y a des choses que j'ai dessinées très rapidement. J'ai retrouvé des croquis de la veuve, du personnage principal Marie, qui datait de 2017. Donc la BD est sortie en 2025. Donc ça fait un certain temps que je traîne cette histoire, quoi, et cette envie de l'adapter en bande dessinée. Justement, ce côté un peu western qu'on ressent du coup en lisant la BD. Moi, pour le coup, j'ai pas lu l'œuvre originale, mais j'ai découvert l'œuvre par ta bande dessinée. Et ce western, tu l'avais déjà dessiné auparavant ou c'est finalement grâce à cette œuvre que tu as pu t'immerger dedans? En fait, je me suis rendu compte que j'adorais les westerns. En fait, j'avais pas trop mis de mots là-dessus, mais quand j'ai cherché de la documentation, etc., regardé des films, je fais ah bah ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà vu, ah oui ça, ou ça j'ai déjà lu, ça j'ai déjà lu. En fait, sans le savoir, j'étais quand même pas mal fan de western. Et les grands espaces américains, ça m'a toujours fait rêver un peu, quoi. Voilà. Du coup, ça t'a inspiré pour les grandes doubles pages Voilà, que tu as pu d'ailleurs me montrer avec certains originaux que tu as amenés pour qu'on puisse les montrer et les diffuser durant cette interview. Donc c'est très très beau à voir en vrai. Merci. C'est déjà très beau dans la BD, mais comment est-ce qu'on adapte une œuvre littéraire en roman graphique, en bande dessinée? Comment est-ce que tu travailles toi, dans ton cas, parce que je pense qu'il y a plein de méthodes différentes, mais toi, comment est-ce que tu as travaillé justement La Veuve? Il faut d'abord faire moi j'ai lu et relu le roman. C'est un roman, il est tout abîmé, il y a des post-it partout. Trop bien, tu l'as annoté au maximum. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment, il faut supprimer les scènes. Enfin, moi j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais raconter de ce livre, qu'est-ce qui m'avait plu. Et ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est le moment où elle rentre dans la forêt. C'est sa fuite, c'est une fuite en fait. Ce que je voulais vraiment axer, c'était sur sa course. Elle court pour survivre, il y a la traque, les deux beaux-frères, méchants beaux-frères. Donc j'ai mis l'accent sur eux, et sur vraiment, on va dire, la caméra. Enfin, je me suis vraiment axé sur elle. Dans le roman original, elle rencontre, et c'était un truc que j'avais adoré aussi, c'était qu'elle rencontre plein de personnages. Et à chaque personnage qu'elle rencontre, on va apprendre sur leur vie. Donc il y a plein de flashbacks, il y a une galerie de personnages de dingue. Et en fait, au début, je voulais aussi dans la BD mettre des flashbacks, faire des scènes où on prenait d'un seul coup assez violemment des flashbacks de son passé à elle, où on comprend pourquoi est-ce qu'elle a commis, puisque donc l'histoire c'est qu'elle c'est pas un spoiler, mais non, normalement ils l'ont lu les lycéens de toute façon. Elle a tué son mari, et donc elle s'enfuit dans la forêt parce qu'elle a tué son mari, et elle est poursuivie par ses deux méchants beaux-frères. Et en fait, dans le roman, on apprend petit à petit pourquoi elle a tué son mari. Et donc moi je voulais faire des scènes de flashback pour qu'on ait d'un seul coup en pleine figure la violence que Marie lui avait faite. Sauf que quand j'ai essayé, ça coupait complètement sa course.
En fait, on était là dans la course comme ça, et d'un seul coup, paf, on se faisait arrêter par une scène. Donc j'ai enlevé tous les flashbacks, et au fur et à mesure, en fait, on comprenait plus pourquoi elle avait fait ça. Et donc j'ai rajouté une scène, j'ai réécrit une nouvelle scène qui se trouve au milieu, où elle se confesse et où elle raconte tout ce qu'elle a fait. Et à partir du moment où j'avais écrit cette scène, j'ai pu décimer quelques petits détails par-ci par-là pour qu'on comprenne, pour que le lecteur et la lectrice puissent comprendre son acte et valider en fait. Oui, donner du sens à l'intrigue. Du coup, tu as dû supprimer des scènes, j'imagine, de l'œuvre. Comme tu le dis, il y a beaucoup de flashbacks dans le roman. Là, dans la BD, on n'en a pas tant. Tu as choisi un autre fil narratif. Donc, comment on choisit ce qu'on doit supprimer? Est-ce que tu as réussi quand même à mettre certaines informations supprimées par d'autres biais, comme par exemple là, l'intrigue principale de pourquoi est-ce qu'elle a commis un meurtre? En fait, j'ai dû supprimer plein de personnages. Alors, en fait, il y a vraiment une galerie de personnages dans le roman, et là j'en ai gardé qu'il y a les beaux-frères, le mec qui contacte pour la traquer, le prêtre et l'homme qu'il rencontre dans la montagne, et le vendeur. Il n'y a que 5 personnages. Ouais, tout à fait. Dans le livre, il y en a vraiment énormément plus. Ok. Donc j'ai supprimé d'office plein de scènes. Ouais, et c'était nécessaire. En fait, c'est intéressant quand tu m'as montré tes originaux tout à l'heure. Tu as directement eu un vocabulaire assez cinématographique au final, en parlant de cette fuite, de ce chemin en fait qu'elle va faire et que toi tu vas dessiner. Et justement, j'imagine que tous ces personnages, comme tu le disais, ça aurait pu couper un peu l'histoire. Et je trouve ça intéressant de voir que quand tu crées ta bande dessinée, tu la visualises un peu comme un film. Souvent je parle de, même au début quand je fais le choix de mes personnages, je fais une sorte de casting. Pour d'autres BD, j'ai fait ça, j'ai cherché des acteurs, des actrices. Et là, c'est pareil, par exemple, le prêtre, c'est mon beau-père. Le vendeur, le personnage de petite taille, c'est mon frère en petit. J'avais dit, est-ce que tu veux être dans la BD ou est-ce que tu en étant un homme de petite taille ou pas dans la BD? Il a dit, ok, dans la BD. Et après, je parle, je fais des zooms, je dis, je mets la caméra là. Il y a un vocabulaire proche du cinéma, parce qu'en fait, je mets en scène mon personnage, je choisis où est-ce que comment j'axe mes points de vue. Donc c'est proche du cinéma quand même. Et finalement, quand tu lis le roman et qu'après tu prépares ta BD, tu fonctionnes un peu comme avec un scénario pour pouvoir ensuite dessiner toutes les scènes, ou tu commences par les croquis? Non, alors j'ai fait des croquis comme ça, un peu de recherche, et après j'ai fait un scénario calé quoi. J'ai fait un long scénario quand j'en ai repris plein de fois. Une fois que le scénario était prêt, là j'ai commencé à dessiner. Là par contre j'étais très mal organisé. Je pense que c'est en fait c'est ma première bande dessinée en tant qu'auteur complet. Scénario et dessin. Ce que je trouve très fort. Et c'est très bien maîtrisé, bravo. Et du coup, j'avais beaucoup de pression, je me suis mis beaucoup de pression, et donc je changeais d'avis tout le temps. Et donc, avant, j'avais une bonne organisation, j'ai fait de l'illustration, j'ai travaillé pour des magazines de la presse, etc. Donc j'avais des rendus, des dates, donc j'étais bien organisé. Et là, j'ai tout explosé, c'était vraiment n'importe quoi. Et donc je commençais une scène, et puis dès que je rencontrais un problème, il y avait un souci, et je passais à autre chose. Donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'un jour, il y a mon éditeur qui est venu ici, parce que je donnais aucune nouvelle, forcément, depuis des années. Il a toqué. Je vais venir le voir à Nantes, et je lui ai montré mes pages, et il s'est rendu compte, mais en fait, c'est là, tu ne numérotes pas tes pages, il n'y a rien qui est fini. En fait, je finissais pas mes pages, parce que j'avais jamais de planche terminée. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 ans à faire cette bande dessinée. Voire 6 ans. Entre 3 et 6 ans, on va dire. Oui, puisque tu évoquais 2017 sur les premiers croquis. Voilà. On a signé en 2020. Ok. Ouais, donc il y a eu 4-5 ans. Quand j'ai lu la bande dessinée, ce qui ressort le plus pour moi, c'est un peu cette dualité entre les moments de solitude de l'héroïne et les moments où il y a énormément finalement de dialogues, de rencontres, tout soudainement c'est hyper vivant. Comment t'as pensé ce contraste-là, et est-ce que c'est pas dur un peu de se dire ok, là je fais des pages, il n'y a pas de texte, c'est vraiment l'image qui parle? C'est un des trucs qui m'a plu aussi énormément, justement, d'arriver à retranscrire par le dessin sa solitude, son effroi, la faim, la folie un peu, et la grandeur des espaces de la forêt, parce qu'en fait elle va se cacher dans la forêt en pensant qu'elle va être protégée.
Mais en fait, elle risque sa vie, elle a aucune notion, elle sait pas comment survivre dans la forêt, elle est jeune, enfin, puis même personne n'arrive. Oui. À part avec juste un manteau et un cheval dans la forêt et une casserole, bon bah. Compliqué. Et donc elle rencontre un homme des bois, qui a vraiment existé d'ailleurs, ce personnage-là, c'est un personnage réel. Et justement, il y a des scènes où moi je l'avais fait, lui, il racontait sa vie. Il était là, sur le scénario, j'ai écrit, genre, il papote tout le temps, il raconte sa vie, il raconte sa vie, il raconte sa vie. Et en fait, j'ai fait les dessins, et puis je me suis dit que ça servait à rien de mettre des bulles. Il y a la place pour mettre les bulles, les phylactères, tout ça. Mais en fait, on comprenait qu'il était en train de discuter, il est là, on le voit, machin, Ouais. et ça se termine juste par une fin de phrase où il dit, et puis là, je suis sorti de prison, et voilà, je sais plus quoi. Et donc on a compris qu'il n'y avait pas besoin de dialogue, finalement. On comprend qu'il est en train de lui raconter quelque chose, et sa vie, finalement, le lecteur, la lectrice, on s'en fiche, c'est pas sur ça que je voulais axer mon récit. Et c'est plus difficile de dessiner des scènes dialoguées ou plutôt de dessiner des scènes silencieuses? Ben, moi je préfère dessiner des scènes silencieuses. Ok. Parce que je me prends plus de plaisir dans le dessin. Il n'y a aussi pas de contrainte de où est-ce que je vais placer ma bulle dans ma case, machin. Même si c'est des détails, mais finalement, là je travaille sur une nouvelle BD, il y a beaucoup plus de dialogue, et du coup j'ai vachement moins de place pour dessiner. C'est vrai. Voilà, mes bonhommes, ils ont toujours une grosse bulle à côté d'eux. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais il faut laisser de la place au texte. Ouais, voilà. Et donc là j'avais. Déjà, je faisais ce que je voulais en nombre de pages et tout ça, donc je pouvais, si j'avais envie, dessiner une grande page de forêt, et j'y allais comme ça, et pouf pouf, et je me faisais plaisir. Et je me suis fait énormément plaisir dans le dessin, justement. Trop bien. Et tu dis que tu te faisais plaisir et que tu faisais ce que tu voulais. Est-ce que la couverture aussi, c'est ton choix ou est-ce que ça a été vraiment discuté avec la maison d'édition? C'est mon choix. Mais on a eu plein d'allers-retours. Parce que quand l'éditeur, au moment de la couverture, c'est vraiment un moment très important parce que c'est ce qui va se voir en premier dans une librairie. Et donc il faut qu'on arrive à donner envie déjà et de raconter un peu de l'histoire aussi. Et donc c'est mon éditeur qui a eu l'idée de faire que la couverture, ça s'ouvre et c'est un grand paysage en entier. Donc ça c'est une idée à lui. Par contre le rose fluo c'est moi qui l'ai remarqué. Voilà. T'as remarqué que nous sommes assortis en nuances à ta BD, vraiment. Ça, ouais. Et en plus j'ai vraiment pensé en mettant mon pull. Ouais. Je me suis dit ça va être assorti, c'est super beau. Moi aussi je me suis dit... J'adore. Voilà. Est-ce que t'as une scène préférée dans ta propre BD? Une scène que t'as préféré dessiner finalement? Ouais, j'en ai une. Ouais. C'est celles qui sont... c'est les pages de garde, c'est le ciel, c'est la forêt. Et une vue un petit peu en contre-plongée comme ça. On voit les arbres comme ça qui montent dans le ciel. Et elle est avec William Morland, le gars de la montagne. Et elle lui dit, ils sont tous les deux côte à côte comme ça dans leur couverture. Et elle lui dit, viens dans ma couverture. Et après il y a un gros plan de la forêt comme ça, de la nuit et de quelques étoiles. Et j'ai adoré faire ce dessin. Mais vraiment, c'était zen, j'étais dans un jour où j'avais confiance en mon dessin, mon trait et tout, et j'ai adoré faire cette image. Trop bien. De toute façon, ce que moi j'ai beaucoup aimé personnellement, et je pense qu'il ressort beaucoup, c'est vraiment la finesse des détails du dessin, même quand parfois, je sais pas comment expliquer, parfois c'est un petit peu flou justement, et on sent que notre regard, il cherche les détails qu'il a envie de voir, justement par rapport au feuillage de la forêt, il y a un peu toute c'est foisonnant quoi, et ça rend super bien. Et pourquoi ce dessin en noir et blanc, et quelle est la technique du dessin? Moi je m'y connais pas bien. C'est l'encre de Chine, c'est du pinceau, de l'encre de Chine et du fusain. Le gris c'est du fusain, c'est une technique que je faisais quand j'étais petit, je prenais des cours de dessin dans mon village. Et puis là, en fait, je cherchais à faire un gris un peu velouté comme ça, et le fusain est tombé pile poil. Voilà. Et le noir et blanc, ça faisait plusieurs années que je voulais maîtriser entre guillemets le noir et blanc. Mais le projet, au début, on avait dit qu'on mettait une couleur ou deux. Et quand j'ai montré mes premières pages à mon éditeur, il m'a dit non, mais en fait, on va faire en noir et blanc, c'est très bien. Et moi, j'étais content, je me suis dit, génial, je vais gagner du temps. En fait, non, pas du tout. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'ai été conseillé j'ai un copain à l'atelier, Benjamin Adam, qui est très fort en noir et blanc, qui était un peu mon maître Jedi. Je venais lui demander, mais plus de noir,
Donc voilà. pas plus facile le noir et blanc Non, que non, les non, couleurs non. au final. Bah non, puis elle est habillée tout en noir au début, elle est dans la forêt tout en noir comme ça, on la voit pas. Et donc Benjamin me disait à juste titre, mais rappelle-toi le clair-obscur. C'est pas parce qu'elle est habillée en noir que tu peux pas avoir de la lumière qui vient sur elle et qui fait qu'il y a du blanc sur son corps. Voilà. J'avais oublié le clair-obscur. Et après, j'ai bossé à fond là-dessus et maintenant je suis content. Je suis content de ce résultat. Très beau rendu. Et justement, est-ce que tu redessines beaucoup de scènes? Les scènes, une fois que tu les termines, est-ce que d'un coup tu dis non, en fait ce dessin je le veux pas, je l'aime pas? Ou est-ce que c'est plus sur le croquis qu'il y a beaucoup de travail? Alors un peu des deux. Ok. Ça dépend des fois en fait. Ça dépend des jours où il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on se sent assez à l'aise dans son dessin, on est bien, et d'autres jours où j'ai pas du tout confiance en moi. En fait, il y a un truc de confiance quand tu dessines. Quand j'ai pas de confiance en mon dessin, je refais le croquis 15 fois jusqu'à ce qu'il soit nickel. Et après, je travaille avec une table lumineuse. Donc j'ai mon brouillon. Je mets ma feuille par-dessus, je mets ma table lumineuse, donc je vois et je redessine le trait par-dessus. Comme si je décalquais en fait. Voilà. Je décalque mon propre dessin, c'est pas décalqué. Non, ça va, t'as quand même fait l'œuvre originale. Voilà, c'est ça. Auteur de l'œuvre préexistante. Est-ce que c'est ton plus gros projet en termes de temps? Parce que tu dis que ça t'a quand même pris plusieurs années. Ouais, c'est vraiment le. Faut plus jamais que je refasse ça en fait. Ok. C'était niveau. Enfin, ouais, non. J'avais travaillé avant sur un autre projet, je faisais de la BD chez Bayard, et donc j'avais fait 2 livres à la suite, donc j'avais un peu d'économie de côté, mais pas du tout assez pour travailler 5 ans sur un seul projet. Quoi. Enfin, C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais le métier d'illustrateur voilà. de BD, il faut produire. Ah, c'est ça, voilà. Et là c'était tout l'inverse. J'ai fait mon truc tranquille comme ça, mais voilà. J'aurais pu arrêter plein de fois, j'ai continué, et je suis content du résultat. T'étais fier du résultat. Voilà, et puis là, d'avoir une sélection et tout, en fait, ça veut dire que le livre il continue à vivre, parce qu'il y a aussi un temps où le livre il sort, et une des angoisses de tout dessinateur, dessinatrice, c'est que son livre il sorte et puis qu'en fait personne n'en parle. Tout à fait. Là, ce prix-là, en fait, ça remet un peu de lumière sur son livre et donc je suis super content. Ouais, ça va lui donner une résonance et en plus auprès d'un public plus jeune, donc c'est chouette aussi d'avoir leurs ressentis et leurs avis et de faire découvrir une œuvre qu'on n'aurait peut-être jamais lue autrement que par la bande dessinée. Ouais. Moi je suis de la team flemmarde, souvent je me dis ah super, un classique en bande dessinée, allons-y. Donc là j'étais ravie de découvrir une œuvre par 2 arts quoi, parce que du coup on sent quand même l'œuvre originale, mais toi tu te l'es appropriée. Oui, c'est vraiment c'est ma version de l'œuvre de Gilles Adams. Comme un réalisateur adapte. Tout à fait. Voilà. Il y a toujours forcément des petites différences, mais qui vont servir le récit à mon sens. Enfin, en tout cas, servir la forme dans laquelle est le récit. Le livre original, il est vraiment différent. Je veux dire, ça commence exactement pareil, ça termine exactement pareil. Mais tous ces personnages, ça c'est vraiment un boulot. Enfin, il est hyper bien. Quoi. Donc il est différent et je conseille à tout le monde de le lire. Bon, après la BD, lisez l'œuvre originale. Et depuis quand est-ce que tu dessines? Souvent, c'est une passion d'enfance, mais voilà. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu dessiner en fait. On avait fait une chanson quand j'étais enfant, quand j'étais en primaire, et donc je racontais que je voulais être chanteur. C'était soit chanteur-chanteur, soit dessinateur, je dessinerais tout le temps. Donc ma carrière de chanson n'a pas trop décollé, donc Dessinateur. Est-ce que tu es justement dessinateur? Est-ce que c'est ton seul métier maintenant? Ouais. Ok, et quel a été ton parcours? Parce que des fois, c'est pas possible d'être tout de suite que dessinateur. Ou est-ce que tu as foncé en disant on se lance, on tente et on verra? En fait, dès le lycée, justement, je suis rentré au lycée en art appliqué, à l'époque ça s'appelait comme ça. Ah oui, trop bien. Donc j'ai fait de l'art tout de suite. Enfin, c'était une section technique. On avait moins de cours de maths, moins de cours de français, etc. Mais on en avait quand même. Et on avait des cours d'histoire de l'art, des cours de design, des cours de machin, c'était à Brest. Et après j'ai fait une école de gravure à Paris, et après j'ai allé en illustration à Strasbourg, une grosse école à Strasbourg, les arts décoratifs de Strasbourg, ça s'appelait à l'époque, ça s'appelle je sais plus comment. Et du coup en sortant de l'école, je suis venu m'installer à Nantes avec plein de copains de Strasbourg, et on est devenus professionnels en travaillant pour des magazines, sortir des BD, tout ça quoi. Donc j'ai tout de suite fait que ça.
Mais c'est bien que tu abordes les magazines parce que ça montre qu'on peut dessiner des BD, mais aussi être un peu multi-support. Ouais, Enfin, voilà, ouais. essayer de trouver des contrats un Ouais. peu. Bah là, je voudrais faire que de la bande dessinée par exemple, Je comprends. mais il y a des petits projets d'illustration qui tombent par-ci par-là et c'est vachement bien parce que bah, déjà c'est plus court. Oui, c'est vrai. Niveau timing. Ça ne dure pas 5 ans. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est un projet, ça peut être un projet d'un mois ou de quelques semaines, et puis voilà, donc c'est bien aussi. Et on a pu visiter ton atelier, comme les images le démontrent actuellement. Quelle est ta routine de travail? Comme c'est ton unique métier, j'imagine que tu dessines tous les jours. Est-ce que c'est tous les jours de ta vie? Il n'y a pas de pause? Ou est-ce que des fois, quand même, tu prends des pauses de dessin? Je prends des pauses de dessin. Maintenant, j'ai un enfant, donc il y a un mercredi sur deux où je la garde. Le week-end, maintenant, je travaille plus. Avant, je travaillais aussi le week-end. Et je viens quasiment tous les jours. Là, en ce moment, je viens tous les jours. Des fois, j'ai un peu la flemme et je viens pas. Mais ça, faut pas le dire. Bien sûr, on va pas du tout couper. Là, je viens tous les jours et je travaille tous les jours de 10h à soit 17h30 pour aller chercher ma fille, soit un peu plus tard, 19h. Et tu as un projet en cours actuellement? Tu travailles toujours sur projet? Ou il y a des périodes où tu n'as pas de projet et le dessin, c'est vraiment plus de la technique, de l'amélioration? Non, il faut toujours qu'il y ait un projet. Enfin, en tout cas, c'est mieux quand même parce qu'il faut travailler. Oui. Donc c'est bien, j'avais un peu peur justement. Enfin là, je suis sur un projet et en fait, je suis en train de réfléchir à un autre projet pour la suite parce qu'il va se terminer dans quelques mois, on va dire. Et donc tu anticipes. Et voilà, il faut anticiper un peu. Donc voilà. Mais là, je fais une bande dessinée chez Dargo avec Roxane Moreil. Là, j'ai une scénariste. Ok. Voilà, une copine qui fait du scénario et qui est libraire aussi, qui m'a écrit un polar qui se passe à Budapest en 1986. Et donc là, au lieu de dessiner, je faisais de la forêt tout le temps, et là, je dessine des bâtiments soviétiques. Ça change. Ça change, mais voilà, là, ça y est, j'ai commencé à apprendre. J'ai vraiment eu du mal. Mes bâtiments, ils étaient tout flous avec des. C'est ça, c'était le feuillage, quoi. Et là, c'est bon, là, maintenant, j'ai trouvé la rigueur soviétique. Et tu es reparti sur uniquement rôle de dessinateur là pour cette ci. T'as d'autres projets de BD avec scénariste en même temps que dessinateur ou pas? Le projet est dans plusieurs mois? Ouais, plusieurs années. J'ai un petit projet d'adaptation. J'ai un projet d'adaptation d'un roman jeunesse, mais c'est encore pour l'instant. Trop bien. Voilà. Alors, on sera là pour le découvrir. Et qu'est-ce que tu dirais à des lycéens, lycéennes qui rêvent de devenir illustrateurs, illustratrices? Eh bien, je leur dirais qu'il faut faire des fanzines. Voilà, des petits livres. Là, on en fait un. J'en ai un justement ici, là derrière. J'adore. C'est un fanzine qu'on fait avec les copains de l'atelier, copains-copines. Et en fait, c'est du noir et blanc. C'est imprimé dans un on a juste changé la couleur du papier. On va chez un photocopieur classique. Oui, au final, ouais. Et voilà, et faire des petites BD comme ça, produire en fait des choses tout de suite. Ok. Un coup d'agrafe, hop, et puis tu le vends sur des salons, des machins et tout. Où ça aide à faire des choses, quoi. Enfin, plutôt que de faire des petits dessins dans ces carnets. C'est génial de faire des dessins dans ces carnets et tout, mais de les publier, de les auto-publier, bah, tout de suite tu passes un petit pas en plus. Et moi je conseillerais ça à tous les lycéens, lycéennes qui veulent dessiner. Enfin, qui veulent faire de la BD, faites-en déjà vous-même, publiez vous-même, quoi. Auto-publiez-vous. Oui, mais c'est un super conseil. Et puis ça donne de la matière à présenter après à des maisons d'édition. Même si dans le portfolio, comme tu disais, on peut mettre déjà nos petits dessins de nos carnets. Mais là, ça donne un peu plus de consistance au travail, quoi. Moi, ma première bande dessinée que j'ai éditée, elle venait d'un fanzine qu'on faisait avec des copains et copines à Strasbourg. Et il y a un éditeur de chez Sarbacane qui est venu et qui a vu les pages dans le fanzine et qui a dit « mais c'est qui a fait ça ?» Et moi, je n'osais pas montrer mon travail et tout. Et donc il m'a dit moi j'aimerais bien voir la suite de ton histoire, donc si tu veux je te publie. Trop bien, une très belle histoire. Mais ça montre que c'est toujours une question de bon moment, mais aussi de se donner les moyens d'atteindre ce bon moment, on va dire. Et tu lisais des romans graphiques et des bandes dessinées quand tu étais plus jeune? Ça a vraiment toujours fait partie de ton quotidien? Mes parents étaient abonnés à des magazines de bandes dessinées, donc j'ai toujours lu de la BD, même quand j'étais petit. Ma première BD c'était Yakari et les loups. Je savais pas encore lire, mais ma maîtresse m'avait offert, parce qu'on était dans un tout petit village, un hameau même. Et donc ma maîtresse, à l'école, elle habitait juste à côté. Et donc elle savait que j'aimais bien les BD et elle m'avait offert un Yakari. C'était génial, quoi. Et est-ce que tu sens que toutes ces bandes dessinées de plus
Ouais. continue à t'inspirer quand même dans ton travail Ah bah actuel? ouais. Là, par exemple, pour La Veuve, il y a une scène avec, un Indien, l'homme de la montagne arrive dans un camp et il y a des chiens mais qui ressemblent un peu à des loups et j'étais à fond dans Il y a qu'arriver les loups justement. J'ai dessiné ça, j'étais là, waouh, je suis en train de dessiner des loups, j'étais waouh. Enfin, donc, ouais, il y a plein de choses qui des fois en le dessinant, je me dis ah mais ça c'est une inspiration de tel bouquin. C'est bien, on se dit que le petit Glenn, il serait fier de savoir J'espère. qu'il s'inspire de ses lectures d'enfance Ouais, non, mais c'est clair. pour le dessin de plus tard. Ouais. Et actuellement, tu consommes encore beaucoup de romans graphiques? Alors moins, un Ok. peu moins, mais Tu lis du roman ouais, aussi voilà, beaucoup. ouais. Et, C'est pour trouver tes futures adaptations. C'est ça, ouais, non, mais en plus, c'est vrai que là, les derniers romans que je lisais, je les ai lus en pensant adaptation. Ouais, Cette scène. Ouais, voilà. Est-ce que ça serait bien ça ou pas? Donc, ouais, mais je lis un peu moins, mais j'en lis quand même, j'en lis quand même un peu. Ok, et ben ma dernière question, elle est super dure. Quel est ton roman graphique préféré si tu devais nous en conseiller un? Et ton roman papier classique préféré? Enfin, classique, on s'entend. Alors, mon roman graphique préféré de toute la Terre? Ah, c'est dur, hein? Ouais. Mais t'as peut-être la réponse. Alors, j'étais méga fan de Manuel Léfior, 1400 km/s chez Atrabile. Ok. C'était un roman que j'ai vraiment. Une BD, un roman graphique, que j'ai lu et relu, tout à la gouache ou à l'aquarelle, je sais plus, hyper beau, en couleur directe. C'est un tueur en dessin. Et l'histoire est super belle, une histoire d'amour, de voyage. Trop bien. Trop bien. J'en ai sûrement d'autres, mais là, Non, mais c'est déjà bien d'en sortir un. C'est dur en plus. Je t'avais... Voilà. Si, j'allais dire, je t'avais envoyé les questions, Ouais, donc j'ai tu fait- pouvais un peu y réfléchir à celle-là. Et en roman papier. Là, mon dernier gros coup de cœur, c'est Millepertuis de Julia Thévenot. Trop Qui est bien. un roman plutôt jeune adulte, avec une famille de sorcières, enfin des sorcières qui ont des sorcières, et c'est génial. C'est une nouvelle façon d'écrire sur les sorciers après Harry Potter, tout ça. Et elle en parle même dans le livre. Enfin, c'est hyper malin, super écriture. Et là, elle est en train d'écrire le deuxième. C'est sur ces 2 tomes. Et j'ai hâte de lire C'est trop chouette de voir que bah, voilà, les dessinateurs, les auteurs, ils sont aussi consommateurs de livres et fans. Ouais. Trop bien pour Millepertuis, il est dans ma pile à lire, donc Ok. peut-être que je le découvrirai suite à ton avis. Merci beaucoup pour cette interview. Ouais. J'espère que ça donnera plein de pistes un peu de réflexion pour les lycéens et lycéennes qui la regarderont. Ouais. Et bonne lecture à celles et ceux qui n'ont pas encore lu La Veuve. Et à bientôt pour un prochain livre. À bientôt, ouais. Merci.